Donc un grand merci à toutes les 3 pour leur présence et vraiment le travail qu'elles ont fourni. Mais avant de leur laisser la parole, juste une petite information, traditionnelle pour les nouveaux inscrits, pardon. Donc vous informer que ce temps d'information est enregistré, que si vous ne souhaitez pas apparaître en tout cas sur la vidéo, vous pouvez tout simplement, couper votre caméra. Que le support qui va vous être présenté aujourd'hui vous sera transmis à l'issue de la présentation avec le lien pour accéder à la vidéo. Et enfin, que vous pouvez poser des questions dans le chat, ne vous privez pas, nos partenaires y répondront dans un second temps et puis la foire aux questions qui sera constituée vous sera également, transmise avec le support de présentation. Je vous propose, maintenant de laisser la parole à madame Roussel, qui est la directrice de l'association Sourds Médias et qui est accompagnée de madame, Nonc, chef de service du SAVS et de madame Pasquier, qui est interface de communication, si je ne me trompe pas. Donc mesdames, c'est à vous, je vais partager le support. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être présents parmi nous. Merci Madame Martin de nous permettre d'aborder le thème de la surdité dans ce cadre d'1 heure d'autonomie. Donc je suis Isabelle Roussel, directrice de l'association Sourds Médias qui représente plusieurs services dont ils vont vous être expliqués tout de suite après. L'objectif étant bien évidemment de vous permettre d'avoir un appui, des conseils dès lors que vous accompagnez au quotidien ou même peut-être de manière ponctuelle une personne sourde, quel que soit le degré de surdité, que ce soit une personne née sourde, devenue sourde ou malentendante. Donc dans un premier temps, Lorraine Pasquier, interface de communication au service d'appui à l'emploi. Ah, T'entends quelque chose? J'entends rien. il n'y a pas de son? Pourtant tout est mis. Si, on vous entend très bien. Je pense que madame, elle a un problème avec son audio. D'accord. Marqué qu'il y a quelqu'un qui a désactivé mon son. J'entends rien du tout. Des petits problèmes techniques. Je suis désolée, je ne sais pas qui parle, qui... Vous pouvez continuer. Je peux continuer, oui, d'accord. après. Ok, merci. Donc je disais, première partie où on va vous parler de la surdité dans son ensemble, l'approche qui sera donc animée par Lorraine Pasquier, qui est interface de communication pour le service d'appui à l'emploi. Dans un second temps, vous aurez Madame Dorothée Nonc, chef de service du service d'accompagnement à la vie sociale. Je reprendrai la parole pour vous parler du service d'appui à l'emploi et nous terminerons par une petite vidéo qui est animée par Jérôme Denoyel, formateur sourd de notre centre de formation LSF. Voilà. Donc, je donne la parole à Lorraine et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Voilà. Donc, j'ai pour rôle aujourd'hui de vous parler de la surdité, de vous expliquer donc les origines, peut-être comment repérer la surdité, une perte auditive dans le cadre de votre fonction ou dans votre cadre personnel, et puis comment s'y adapter. Donc déjà sur le diapo, on peut voir donc la définition. La surdité donc est une diminution de la capacité à percevoir les sons. Pardon. Donc effectivement, la surdité, en fin de compte, c'est pas, alors je m'entends? Non, c'est bon. La surdité, en fait, c'est pas entendre moins bien, ça va être entendre d'une manière différente. Ça va être, en fait, percevoir le monde d'une autre manière, sous un autre prisme. En fait, ça va être comprendre les choses, être sensible à d'autres facteurs plus visuels pour comprendre le monde qui nous entoure. Alors c'est pas, sans souffrance, hein, c'est pas ce que je dis, ça va dépendre en fait des personnes, de l'origine de la surdité, de l'âge à laquelle, elle va apparaître dans la vie de la personne. Ça va dépendre de ses ressources personnelles et de son environnement, personnel et professionnel, voilà. Donc par rapport à ça, on voit sur le diapo donc la notion de handicap, donc comme souvent
le handicap, c'est surtout une question de circonstance, dans le cas de la surdité, en tout cas particulièrement, puisque la personne sourde, en fin de compte, va entrer en situation de handicap dès lors qu'elle souhaite entrer en communication avec quelqu'un, dès lors qu'elle veut échanger avec quelqu'un. La communication, juste faire un petit point là-dessus. La communication, donc ça va impliquer forcément 2 personnes. En ça, donc c'est un handicap qui va se partager, puisque effectivement, si on imagine une situation où, vous cherchez à discuter avec une personne qui est sourde profonde, donc née dans une culture, on parle d'identité sourde, hein, avec la langue des signes pour langue, première. Là, voilà, on imagine demain, vous rencontrez une personne qui utilise la langue des signes et qui ne cherche pas à se faire comprendre, et bien tous les 2, voilà, toutes, tous les 2, vous allez entrer dans une situation de handicap puisque vous n'allez pas réussir à faire passer le message que vous souhaitez. Donc c'est là, moi, mon travail, ça va être d'intervenir dans les situations de communication pour justement compenser cette situation de handicap qui vous inclut tous les 2 et venir vous expliquer comment, de manière autonome, sans la présence d'une tierce personne, vous pouvez vous faire comprendre. La communication, finalement, quand on cherche à comprendre un message, il faut savoir que celui-ci va être compris. Donc, à 7 en fait, ça va reposer sur les mots que vous allez utiliser, le sens que vous allez, le sens des mots que vous allez utiliser, seulement 7 et finalement tout le reste, ça va être du non-verbal. Dans une communication efficace et optimale, c'est le non-verbal, en fin de compte, qui va primer. Et bien souvent, le souci, que peuvent rencontrer les personnes qui ont une perte auditive, c'est qu'elles se retrouvent face à quelqu'un qui va reposer son message uniquement sur le verbal, sur les mots qu'elle va utiliser, et va pas assez exprimer visuellement, en tout cas, va pas assez faire parler son corps, entre guillemets. Le non-verbal, par exemple, ça peut être, les expressions du visage que vous allez utiliser. Ça va être, votre corps, la manière dont vous allez vous tenir, ça peut être aussi, le ton que vous allez utiliser, votre gestuelle naturelle qu'on peut retrouver dans d'autres, cultures finalement, mais très peu, finalement en France, hein, on utilise assez peu notre corps pour parler et voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que les personnes sourdes, en tout cas dès lors qu'il y a une petite perte auditive, elles vont se retrouver en difficulté puisqu'il y aura pas assez de non visuel. Donc une personne qui cherche à se faire comprendre, dans cette situation de handicap-là, va devoir primer, va devoir, s'exprimer, donc Elle a parlé avec ses collègues. pardon? Donc je Je pense. d'accord, il y a un micro qui est pas coupé. Voilà, donc moi je vais vous expliquer un petit peu comment justement plus, dans votre communication utiliser le non visuel et du coup, entrer dans une communication qui va être efficace à la fois pour une personne avec une perte auditive, mais aussi, une personne par exemple d'origine étrangère ou, voilà, quelqu'un avec qui vous voulez communiquer. Puisque dans le cadre de la surdité, vraiment le handicap intervient que dans ces situations-là. Le souci supplémentaire, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est un handicap invisible. Il fait partie des grands nombres de handicaps invisibles. Donc ce sera présenté ou non la surdité, encore une fois, en fonction de la personne, hein, voilà, ou d'où elle en est dans l'acceptation de sa surdité. Peut-être que voilà, c'est de naissance et donc c'est OK, c'est acté, elle va le présenter, elle va expliquer ses besoins, elle va vous dire: «Je vais avoir besoin que vous me regardiez vraiment quand vous parlez, que vous vous placiez en face de moi. Je vais avoir besoin que vous articuliez, que vous baissiez votre masque pour que je puisse accéder à votre visage», justement. Soit elle va vous présenter ce dont elle a besoin, soit elle ne le dira pas parce que peut-être même elle ne le sait pas. Ça nous arrive d'accompagner des personnes qui pensent pendant 40 ans qu'entendre bien, c'est entendre de cette manière-là, avec cette perte auditive-là. Elles n'ont pas conscience de la perte qu'elles ont et elles compensent sans s'en rendre compte. Donc vraiment, ça peut être invisible finalement à la fois pour la personne concernée, mais aussi et surtout pour l'interlocuteur. Et de la même façon, vous n'allez pas vous en rendre compte dans la rue, vous n'allez pas repérer les personnes sourdes, vous allez aussi l'oublier. Même si on vous informe, même si on le présente, bien souvent, quand la personne oralise, parle comme je vous parle, même si elle est sourde profonde et ça ne se voit pas, donc même si c'est présenté une première fois, bien souvent, on l'oublie et c'est là, le souci. C'est là que, voilà, ça va laisser place au malentendu, une situation d'entreprise typique où, on accompagne la personne, on explique, les besoins de compensation et pour autant, eh bien, cette personne, elle va comprendre peut-être un peu moins bien ses collègues féminines que ses collègues masculins parce que c'est juste une question de fréquence. Les voix aiguës, elle aura un peu plus de mal à les percevoir,
alors que les voix graves, ça va bien se passer. Et donc là, place au malentendu si c'est pas expliqué. Mais alors en fin de compte, elle entend bien que ce qu'elle veut, avec moi, ça fonctionne pas, mais avec mon collègue ça fonctionne. Donc elle entend que ce qu'elle veut quand elle veut et voilà. Et c'est là où le risque s'installe quand c'est pas expliqué, quand c'est pas informé. D'autant plus quand c'est invisible, et qu'on oublie. Donc voilà, c'est là où nous on intervient. Donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Merci. Donc, repérer la perte auditive quand elle est invisible, donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'on va vous donner des petits axes. Par rapport aux origines, par exemple, comment on devient sourd, déjà dans un premier temps. Bon, ça peut être tout à fait naturel, hein. Ça s'appelle la presbyacousie, c'est le vieillissement de l'oreille. Donc voilà, ça va tous nous arriver, mais on s'en rendra pas forcément compte puisque ça va arriver petit à petit et on va compenser sans s'en rendre compte. Ça peut aussi arriver de manière brutale, hein, un traumatisme sonore, un accident, une exposition durable au bruit. Par exemple, dans une entreprise, hein, si on travaille dans une usine où il y a beaucoup de bruit, on est exposé pendant longtemps et on ne se protège pas forcément, l'oreille va forcément être impactée et s'abîmer petit à petit. Ça peut être des maladies, des otites à répétition, puisque ça peut être des traumatismes psychologiques également. L'effet du cerveau sur le corps est très concret et bien réel. On l'observe, nous, dans notre pratique, hein. Voilà, comme si un petit peu l'esprit ne voulait pas entendre cette nouvelle réalité. Et c'est vrai que les chocs traumatiques peuvent influencer du coup l'audition. Donc voilà pour ça, sur les origines de la surdité. Je pense avoir fait un peu le tour. L'hérédité, j'en ai pas parlé. Non, pardon, vous pouvez revenir à la slide précédente. Mais l'hérédité, oui, effectivement, c'est génétique aussi, hein, ça peut se transmettre, mais c'est un peu la loterie, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des familles de sourds profonds, de génération en génération et puis hop, un entendant qui naît, dans cette famille. Et là, encore une fois, cette notion de handicap, finalement, partagée, parce que finalement, dans cette situation-là, qui est la personne en situation de handicap? Eh bien, voilà, à la fois la personne qui entend bien et la personne qui entend moins bien puisque, voilà, ça va être qu'une notion de communication. Comment on communique maintenant ensemble? Voilà pour ça. Donc pour vous qui peut-être intervenez dans le cadre de votre travail à domicile ou même dans votre vie personnelle, comment repérer dans votre environnement, du coup, des personnes qui peuvent avoir une petite perte auditive ou plus profonde même? Eh bien, ça va être des personnes qui vont augmenter le son de la télévision, voilà, qui vont, petit à petit augmenter le son de la radio dans la voiture, qui vont chercher à entendre plus fort, hein, alors ça, c'est vraiment pour les personnes qui auront déjà entendu, qui auront entendu bien et puis qui vont du jour au lendemain perdre un peu ou beaucoup. Ils vont du coup se raccrocher à l'envie, d'entendre. Voilà. Les personnes qui n'ont jamais entendu ne vont pas avoir ce réflexe-là, forcément. Ils vont plutôt chercher à voir. Hem Ça peut être aussi, voilà, vous pouvez repérer dans le cadre d'une réunion ou d'un repas de famille où il y aurait beaucoup de monde qui va parler en même temps. Donc, des personnes qui décrochent très vite, qui participent pas à l'échange, qui, s'isolent, même qui ne viennent plus peut-être, voilà, qui préfèrent rester seules puisque de toute façon suivre un discours comme ça quand il y a plusieurs interlocuteurs, ça devient impossible. Ça peut être aussi une personne qui va faire répéter ses interlocuteurs, qui va s'excuser beaucoup de ne pas comprendre, qui va se dire peut-être qu'il va se présenter comme malentendant, qui va demander de faire répéter et ce ne sera pas forcément la bonne, astuce puisque, si, ce son-là n'est pas passé une première fois, il ne passera pas 2 fois et c'est se fatiguer inutilement finalement. Donc, c'est pas forcément le bon réflexe, mais c'est souvent comme ça que c'est présenté. Ça peut être des personnes qui s'isolent, qui ne parlent pas ou au contraire qui vont monopoliser la parole, pour justement ne pas se mettre en situation, où ce serait visible, où ce serait perçu et où, par exemple, j'imagine une situation où une personne, qui serait en surdité sévère ou profonde passerait, un coup de fil, donc serait dans une situation téléphonique, ça arrive et qui du coup va monopoliser cette parole, va monopoliser le discours, ne parler que d'elle pour ne pas se confronter finalement, à une situation où elle ne comprendrait pas, son interlocuteur. Donc elle donne le change de cette manière au risque de, paraître pour quelqu'un de malpoli finalement. Mais voilà, c'est subtil en fin de compte et puis, difficile à percevoir, mais c'est vrai que ça peut aussi être des personnes qui monopolisent la parole.
Ça peut être quelqu'un qui va parler plus fort, trop fort. Vous constatez des réponses inappropriées qui n'ont rien à voir avec le sujet que vous êtes en train de traiter. Et puis, oui, une irritabilité, peut-être une colère, puisque c'est des personnes qui vont compenser toute la journée, qui vont faire des efforts de déduction 24 heures sur 24 et qui, le soir, vont relâcher la pression, souvent avec l'entourage. Voilà, donc elles ne supportent plus, une interaction ou un manque de patience et donc voilà. Là, comment dire? L'effort qui va être géré toute la journée pour se concentrer, va être relâché donc le soir, par, des colères, voilà, qui sont pas forcément comprises par l'entourage forcément et on fait rarement le lien avec la surdité dans ces cas-là. Donc voilà pour ça. Voir un petit peu. Alors du coup, l'oreille, je vais en parler rapidement. L'idée, c'est pas de rentrer dans de la technique, hein, mais, je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour comprendre ensuite les impacts. Alors l'oreille, elle est divisée en 2 parties. Donc dans un premier temps, vous voyez le pavillon, donc qui va être un peu la stéréo de votre oreille, la parabole, pardon, de votre oreille. Elle va capter les sons. Quand je vous parle là, il y a une vibration dans l'air qui arrive à votre oreille. Cette vibration va plus ou moins vite. Hem, Si cette vibration arrive de manière rapide à votre oreille, ce seront des sons aigus. Donc si je parle comme ça, la vibration va arriver très vite à votre oreille et ce sera un son perçu qui va être aigu. À l'inverse, une vibration qui arriverait doucement à votre oreille, en fait, serait, un son plutôt grave et elle est donc captée par le pavillon. Je ne vois plus mon oreille, c'est pas grave. Alors, donc le pavillon, voilà, capte cette vibration. Ensuite, la vibration, elle est transportée dans le canal auditif qui va compresser le son, qui va le mettre sous pression. Le but étant de rehausser l'intensité de ce son. Donc, typiquement, si vous parlez dans un tube, vous allez voir le son se modifier. C'est pour augmenter cette intensité, justement. Voilà. Cette vibration, du coup, va arriver jusqu'au tympan. Le tympan, c'est une petite membrane, un peu comme une peau de djembé, qui va se mettre à vibrer en fonction de l'intensité de cette vibration. Si le son est très fort, le tympan va vibrer très fort. Pour l'instant, cette action-là, vous voyez cette vibration qui se déplace jusqu'aux 3 petits os suivants, donc le marteau, l'enclume et l'étrier. Même chose, c'est une action mécanique. La vibration va arriver jusqu'au tympan, le tympan va bouger, puis les osselets vont bouger aussi. On est sur une action purement mécanique. Pour l'instant, il s'agit juste de savoir si, l'oreille entend, oui ou non. Si le transport se fait, heu, d'une bonne manière, oui ou non. Donc là, on va parler, d'une surdité si admettons qu'il y a un souci à ce niveau-là dans l'oreille, un canal, bouché, un tympan percé, un osselet cassé, on va parler d'une surdité de transmission, puisque voilà, la transmission de la vibration ne se fait pas correctement. Donc là, si vous allez faire un test chez un audioprothésiste, par exemple, on vous fait une audiométrie tonale, on vous envoie des sons dans l'oreille, on vous envoie des bip bip et vous dites: «J'entends, j'entends pas». On cherche à savoir si cette partie-là de l'oreille fonctionne, oui ou non. Au-delà de ça, on entre donc dans la partie, plus proche du cerveau. Donc là, on parlerait d'une, surdité de perception. Donc voilà, 2 formes de surdité, encore une fois. Hem, Jusque-là, c'est un petit peu comme si vous regardiez la télé, vous voyez l'écran, il est brouillé, mais vous voyez. Voilà. Donc vous entendez, mais vous n'êtes pas en capacité de savoir ce qui est dit, qui parle ou d'où le message vient. Voilà, c'est un peu encrypté. Au-delà de cette partie-là de l'oreille, donc on arrive à la cochlée. Le cochlée, ça va être le décodeur finalement. C'est lui qui va passer l'image en clair. Donc la cochlée, cet escargot, voilà, qui est rempli de cellules ciliées. C'est comme des petites algues qui, elles aussi, par action mécanique, vont bouger, plus ou moins fort, vont être exposées au bruit. Elles sont très fragiles, elles sont des milliards au départ, mais elles tombent au fur et à mesure de notre expérience sonore voilà, dans la vie, hein, si vous êtes exposé plus ou moins au bruit. Elles vont tomber aussi, de manière naturelle. Le «problème», entre guillemets, c'est qu'elles ne repoussent pas quand elles tombent. Et donc, ce décodeur-là va transformer cette action mécanique en action, en message clair, qui va être, donc destiné au cerveau, qui va lui retenir le lexique petit à petit.
ces cellules ciliées, comme je le disais, quand elles tombent, donc vous n'êtes pas averti. C'est là le côté un peu, problématique, dans la surdité. C'est-à-dire que si vous vous brûlez dans votre cuisine, parce que vous êtes en train de cuisiner, vous allez avoir, un réflexe naturel qui va être de repousser votre main, parce que vous savez qu'il y a un danger. Il y a donc une information nerveuse, du cerveau qui vous prévient du danger. Là, voilà, vos cellules tombent, vous êtes en boîte de nuit, je sais pas, voilà, vous entendez de la musique très, très fort. Vos cellules vont tomber, mais vous ne serez pas averti ou alors vous aurez un petit bourdonnement, peut-être des acouphènes, mais le lendemain, ça aura disparu et pourtant vos cellules seront tombées, vous aurez une perte auditive, mais vous n'allez pas vous en rendre compte et vous allez compenser de manière naturelle et encore une fois totalement, de manière invisible. Donc donc c'est là où, voilà, on va parler plutôt d'une surdité de perception. Il y a, au-delà de ça, donc on voit les canaux semi-circulaires, c'est comme 2 petites ailettes comme ça qui servent en fait à entendre. C'est la stéréo du système, si vous voulez, ça vous permet d'entendre quand vous êtes allongé, debout, sur le côté, voilà. Le nerf auditif, donc le cerveau est très important aussi dans le fait d'entendre et de comprendre, puisqu'il faut se concentrer pour capter un message. Nous, quand on est entendant et qu'on entend bien, on a ce luxe de pouvoir se concentrer ou non, d'entendre ou d'écouter. Voilà, on peut écouter un discours, enfin, en tout cas l'entendre et puis quand ça nous intéresse, se reconnecter, se reconcentrer et là, écouter. Donc ce qui va, être, voilà, important comme notion à retenir ici, c'est vraiment cette différence entre entendre et comprendre. Une personne sourde, elle, va devoir, se concentrer constamment, que le discours la concerne ou pas, pour savoir justement: «Est-ce que ça me concerne? Est-ce que j'ai besoin de le savoir ou pas?» Donc ça va être votre rôle d'interlocuteur de lui expliquer, de lui dire: «Là donc c'est important pour toi, concentre-toi». Parce qu'elle ne peut pas se concentrer H24 comme ça, il va falloir gérer sa fatigabilité. Pardon. Donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Les degrés de surdité, donc je vais faire rapidement. Donc là, ça représente, si vous voulez, un audiogramme. Peut-être que vous avez été déjà face à un audiogramme et que vous n'avez peut-être pas su le comprendre. Sans rentrer trop dans les détails, c'est pour vous expliquer que nous, on dit donc personne sourde et après on va préciser le degré. Donc ça peut être une surdité légère, moyenne, sévère ou profonde. Donc en l'axe, c'est ordonné vers le haut, donc l'intensité, vous pouvez voir est plus ou moins forte. Donc l'intensité, ça va être le volume, donc c'est cette pression dans l'oreille. Quand on augmente le son, voilà, ça se mesure en intensité. Donc de gauche à droite, en abscisse, il me semble, donc ça va être les fréquences, la vitesse d'arrivée du son. Donc basse, ça va être, des fréquences graves et haute, des fréquences aiguës. Donc quand vous allez chez l'audioprothésiste, vous allez avoir ensuite une courbe qui sera propre à chaque individu et qui va lui expliquer, qui va lui permettre de comprendre que, bah, ces fréquences-là, ces voix-là, si elles sont trop aiguës ou trop graves ou en tout cas à cette fréquence-là, ces sons-là, je ne peux pas les percevoir. Donc finalement, si on se place par exemple en intensité, donc 40, ça veut dire qu'une personne a perdu moins 40 décibels, donc elle a perdu 40 décibels. Elle se retrouve dans le cadre d'une surdité légère à moyenne et tout ce qu'il y a au-dessus, elle ne l'entend plus. Donc très vite, on se rend compte que dans une intensité à 40, donc de perte auditive, il y a 2 personnes, voilà, qui représentent une discussion et donc déjà dans le cas d'une surdité légère, on est impacté par la surdité dès lors qu'on veut entrer en communication avec quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a certaines fréquences de la voix de la personne que je ne vais pas percevoir, ça va devenir un texte à trous et je vais devoir, par action du cerveau, déduire ce que mon interlocuteur va me dire. Et donc forcément, l'enjeu est plus ou moins stressant en fonction des projets de la personne, hein, parce que la communication, c'est central dans nos vies, hein, dans nos vies professionnelles, nos vies personnelles, nos vies, citoyennes. Nous, on accompagne des personnes en formation ou à l'emploi, des personnes qui veulent comprendre leur métier au même titre que n'importe qui finalement et qui, du coup, ont ce stress de ne pas comprendre, tout simplement. Puisque la plupart du temps, la personne va se reposer uniquement sur les mots qu'elle utilise. Donc voilà, donc très vite, déjà dans le cas d'une surdité légère à moyenne, on est impacté par la surdité et on se retrouve en situation de handicap.
On peut passer à la slide suivante. Merci. Et stratégie de compensation, c'est ce qu'on va naturellement mettre en place. Donc, sans s'en rendre compte, encore une fois, on perd un petit peu d'audition et naturellement, on va se rapprocher de notre interlocuteur. On va chercher à augmenter le son dans l'oreille, cette pression dont on a, que j'ai expliqué tout à l'heure. On va se concentrer. Une personne qui a une perte auditive ne va pas être à la fois sur son téléphone et en train de discuter avec vous. C'est sûr, elle va vous regarder d'un regard franc, elle va être concentrée. Ça peut se voir un petit peu sur son visage qu'elle est concentrée. Parfois, vous verrez que si vous utilisez des phrases trop longues, des mots un peu trop complexes, elle va froncer un peu les sourcils. Si vous avez un masque, impossible pour elle de comprendre, d'autant plus que le masque va faire perdre 20 décibels supplémentaires au discours. Donc voilà, ça va être quelqu'un qui naturellement, sans s'en rendre compte, va se mettre à lire sur les lèvres. C'est ce qui est donc intitulé ici lecture labiale, c'est le nom technique pour dire lire sur les lèvres. On s'est rendu compte là avec la situation du Covid qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris rendez-vous chez des audioprothésistes puisque, avec la présence du masque, ils ont pris conscience eux-mêmes qu'ils avaient besoin du visage, ils avaient besoin de lire sur les lèvres pour comprendre un message. Et la suppléance mentale, donc c'est cet effort du cerveau pour déduire ce texte à trous quotidien, voilà, que vivent les personnes sourdes. Donc ça va être des déductions. Il faut savoir que, la lecture labiale, c'est un exercice très complexe sur lequel une personne ne peut pas se reposer. Bien souvent, on nous demande: «Ah mais c'est bon, elle a des appareils, donc elle va comprendre et puis en plus elle lit sur les lèvres». Voilà. Lire sur les lèvres, essayez si vous voulez de couper votre son d'ordinateur et de suivre ce que je suis en train de dire, juste en lisant sur mes lèvres. En plus, en situation distancielle, en visio comme ça, comme c'est beaucoup le cas en ce moment, c'est impossible. Voilà, il y a beaucoup de pièges. C'est très fatigant, déjà d'une, et il y a énormément de pièges. C'est-à-dire que là, vous ne pourrez pas bien voir, mais si, je dis par exemple juste un mot, je fais ça, cette, lecture sur les lèvres, ça peut être à la fois chameau, ça peut être chapeau, ça peut être jambon, ça peut être plein de choses, plein d'hypothèses possibles, puisqu'il existe des sosies labiaux. Les sosies labiaux, c'est, voilà, c'est-à-dire que pour un seul mouvement de lèvres, il peut y avoir plein d'hypothèses possibles. 6 et 10, c'est la même chose au niveau des lèvres. Donc à vous, interlocuteur, de mettre en place, de la gestuelle, par exemple, pour être sûr que la personne ait compris et du coup se décharger de cette tension interne qui est: «J'ai compris, j'ai pas compris, en fait, je sais pas». Voilà, il suffit qu'elle n'ait pas vu le début de la phrase, elle ne sache pas de quoi on parle et elle peut partir dans des hypothèses qui n'ont rien à voir avec votre message. Donc tout simplement, 6 et 10, il suffit de clarifier le message en disant 6 et 10. Sans maîtriser la langue des signes, votre gestuelle naturelle vient conforter le cerveau sur ce qu'il comprend et c'est là tout l'enjeu en fait pour, si vous voulez, se retirer de cette situation de handicap, ça peut suffire, voilà. Une personne qui s'adapte bien est une personne qui va miser sur le non-verbal, qui va rajouter un peu de gestuel ou de l'écrit, comme c'est noté là, puisqu'une personne qui va perdre en audition va se concentrer tellement fort pour comprendre son interlocuteur que finalement, l'énergie qui est dépensée pour mémoriser naturellement, là, elle va plus y avoir accès. Elle ne pourra plus se concentrer pour retenir le message. Donc, bien souvent, ils se mettent à écrire un peu plus pour garder une trace de ce qui a été dit, de l'information, puisque le lendemain, il y a de grandes chances qu'elle ait oublié. Voilà. Typiquement, pareil, situation d'entreprise ou même, personnelle, hein, où, vous êtes sûr que vous vous êtes adapté, vous vous êtes fait comprendre, vous avez validé l'information auprès de la personne. Elle a rendez-vous demain à 10 h dans cette salle. Elle a compris, vous en êtes sûr, mais le lendemain, elle s'est trompée et elle a oublié ce que vous lui avez dit. Voilà, c'est typique. Elle n'a pas pu dépenser ces énergies-là à juste retenir ce que vous avez dit, parce que c'était déjà trop intense, c'était trop énergivore de vous comprendre sur le moment. Donc charge à vous de bien penser à écrire les noms propres, les noms qui peuvent porter à confusion justement sur les lèvres. Voilà, s'il y a des informations importantes, passez-les à l'écrit, c'est plus simple. Bien sûr, vérifiez, qu'elle ait accès à l'écrit, à la lecture, puisqu'il y a des personnes sourdes, du coup, si elles deviennent sourdes avant l'âge, de 3 ans, eh bien, c'est l'âge, de l'acquisition du langage et donc des personnes sourdes, voilà, qui sont nées sourdes, par exemple, en général, ont des difficultés avec le français, la lecture et l'écriture. Après, ça va dépendre encore une fois de leur environnement familial et de l'exposition en français, hein, de la sensibilisation que la famille, va donner, au français, à la lecture et l'écriture. Mais voilà,
les difficultés en français sont liées aussi à la surdité si ça arrive avant l'âge de 3 ans. Voilà pour ça. Donc les incidences, les risques psychosociaux sont très concrets aussi. Donc quelqu'un qui va devenir sourd de façon, évolutive ou même d'un coup du jour au lendemain, eh bien voilà, elle peut, s'isoler petit à petit, elle peut, elle peut être en dépression, elle peut chercher à surcompenser, à vouloir, faire comme les autres, déjà en faire beaucoup toute sa journée, on l'a compris avec cet effort de récupération du message, mais elle va vouloir, voilà, faire les mêmes chiffres que ses collègues qui entendent bien, par exemple, j'imagine en situation d'entreprise ou autre et ne pas assez, prendre conscience déjà de ce qu'elle a mis en place toute la journée, rien que pour accéder, à ce poste-là, finalement. Puisque le parcours scolaire va être impacté, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire plus d'efforts que tout le monde, forcément, pour, le même résultat et c'est un travail qui va être invisible et qui va pas être reconnu. Ça va être du travail en plus qui, bien souvent, n'est pas perçu par l'entourage. Donc de l'agressivité, de la colère, une grande fatigue, des maux de tête, des vertiges, somatisation, donc c'est voilà, le corps qui va s'exprimer quand on ne l'écoute pas. Ça peut être, voilà, par exemple, des maux, des problèmes de dos, je sais pas, un torticolis ou quelque chose, voilà. Ça peut être le corps qui dit: «Attention, là, j'arrive à ma limite et écoute-moi et j'ai besoin de repos» et voilà, donc prendre conscience de ses ressources personnelles. Donc maintenant, comment, mieux vous adapter, mieux communiquer? Donc ça va être, le pointage, c'est le fait de pointer du doigt donc l'interlocuteur, la personne qui parle. Ça se fait pas dans notre culture, mais dans la culture sourde, par exemple, ça fait partie, intégrante, donc de leur langue. Plutôt que de, le fatiguer en lui disant: «C'est Nadine qui est en train de parler», pointer du doigt Nadine. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Il va tourner le visage directement et se concentrer sur ce qu'il a besoin, de comprendre. Se placer en face, donc très important, si vous lui parlez et qu'il ne vous regarde pas ou que vous vous placez derrière lui ou en contre-jour, voilà, il ne va pas avoir accès à votre visage et donc aux informations qui en émanent. Le regard, très important, hein, encore une fois, on ne regarde pas son téléphone quand on discute avec, quelqu'un qui a une perte auditive. D'un point de vue général, une communication optimale, que ce soit avec une personne sourde ou pas, pour être vous savez pas qui vous avez en face de vous, c'est invisible donc la meilleure des choses en règle générale pour bien communiquer, c'est de se regarder, faire attention à pas mettre ses mains devant la bouche, à pas mâcher un chewing-gum ou fumer en même temps, par exemple, puisque ça va venir, perturber la lecture labiale. Donc on comprend bien, je rappelle, l'impact du masque, vraiment sur les personnes qui ont une perte auditive. Vraiment, là, pour le coup, si vous êtes obligé de le mettre, passez à l'écrit ou au mime ou au dessin, pourquoi pas, au code visuel, montrer, utiliser un écran, si vous voulez expliquer quelque chose, peut-être que la meilleure des choses à faire, c'est de le faire soi-même. Montrer comment faire pour que, la personne reproduise, plutôt qu'elle s'efforce à vous comprendre malgré le masque. Articuler, oui, mais pas trop. Si vous articulez trop, ça va déformer votre visage. Elle n'a pas l'habitude de lire sur les lèvres d'un visage déformé, donc c'est plus simple de faire des phrases courtes, utiliser des mots simples qui vont être plus faciles, à retrouver, en fait, en lecture labiale. L'écrit, donc on l'a dit, l'éclairage, hyper important. Si vous êtes en réunion de famille, hésitez pas à vous placer vraiment en U, en rond, de façon à ce que la personne ait accès à tous les visages. La gestuelle, donc on l'a vu, hein, 10, 6, ça peut être chapeau, chameau, les exemples qu'on a donnés tout à l'heure. La pause, tout ça, c'est pas de la langue des signes, mais c'est de la gestuelle que vous avez, que vous pouvez utiliser. Il suffit d'avoir envie de se faire comprendre, finalement. La langue des signes française, pour les personnes concernées. La prise de parole centralisée, ça veut dire que, voilà, si vous êtes en situation, j'imagine la formation ou autre, les formateurs, vraiment, vont devoir, rappeler: «Il y a telle personne qui a dit ça», un peu le chef d'orchestre, si vous voulez. C'est-à-dire: «Attention, vous n'avez pas regardé à ce moment-là, monsieur, cette personne a dit ça». Voilà, il reformule le message, ce qui a été dit, de manière à être sûr que la personne n'est à se concentrer que sur un seul visage et sur cette personne-là, l'ensemble des messages seront, retransmis. Les expressions du visage, bien sûr. Vérifier la compréhension, demandez-lui, s'il a compris, mais ça suffit pas.
qu'a-t-il compris? Tu as compris quoi? Comme ça, vous pouvez corriger les supports visuels, le contexte. N'hésitez pas à lui dire de quoi de quoi je vais te parler en premier lieu. Par exemple, par rapport à la réunion de demain, et ensuite vous donnez votre information. Comme ça, le cerveau se concentre dès le départ sur la juste information. Et voilà pour moi. Je ne vais pas prendre plus de temps et je passe la parole à ma collègue Dorothée Nonc. Voilà. Bonjour, donc Dorothée Nonc, chef de service du SAVS, donc service d'accompagnement à la vie sociale pour adultes sourds. Donc, je vais donc vous expliquer donc les fonctionnements un peu de notre SAVS, sachant que notre service actuellement accompagne 600 personnes par an. Donc, nous proposons donc aux personnes, quel que soit leur degré de surdité, un accompagnement social pour tout ou partie de la vie quotidienne dans le but de rendre la personne plus autonome possible et de faciliter son inclusion. Nous allons donc évaluer en premier ses besoins, ses capacités d'autonomie, identifier donc les moyens à mettre en œuvre, donner des informations et des conseils adaptés, mettre en place un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, renforcer l'environnement social et familial via une sensibilisation à la surdité, proposer un suivi administratif, éducatif et si besoin, un suivi psychologique. Au niveau de nos interventions sur la sensibilisation, nous sommes par exemple interpellés sur, ça peut être pardon, par un ESAT qui donc a une personne, un travailleur handicapé, donc sourd, et qui souhaite notre intervention pour justement pouvoir sensibiliser donc l'équipe, mais aussi les travailleurs handicapés sur comment aborder cette personne en expliquant un peu comment communiquer sans pour cela avoir une connaissance de la langue des signes, mais pouvoir sensibiliser sur ce que ma collègue Lorraine vous expliquait tout à l'heure, sur faire attention à bien avoir le visage dégagé, à pouvoir employer des mots simples. Enfin voilà, donc une sensibilisation, c'est informer sur la surdité, sur ce que, en fait, un peu ce que Lorraine a fait tout à l'heure, au niveau des professionnels, mais aussi au niveau des personnes qui sont en contact avec la personne sourde. Donc voilà, donc notre équipe pluridisciplinaire se compose donc de travailleurs sociaux. Donc eux vont intervenir plus sur les démarches, on va dire administratives, sur le budget. Donc voilà, sur la lecture des courriers que nos usagers reçoivent et n'ont pas forcément toute la compréhension du courrier. Donc ils vont venir voir donc le travailleur social. Nous avons aussi dans l'équipe des éducateurs qui, eux, vont être plus sur du domicile, sur de l'apprentissage. Alors, ça peut être un apprentissage sur l'entretien du logement, sur les courses, sur le quotidien de la personne. Et nous avons aussi donc des intermédiateurs. Alors, les intermédiateurs, ce sont des professionnels sourds qui vont intervenir qui vont venir en appui, d'un interprète. Donc, par exemple, un rendez-vous auprès d'un avocat, il y aura donc un interprète qui sera là pour bien sûr une personne sourde, avec une communication langue des signes française. Et donc, l'interprète sera présent, mais ça ne sera pas suffisant, puisque justement, cette personne n'aura pas le niveau de la langue des signes, donc aura besoin d'avoir cet appui par un professionnel sourd qui, lui, va venir
utiliser des signes qui ne sont pas forcément la langue des signes française, et donc pour dire d'adapter au mieux la communication. Donc ça, c'est le travail de l'intermédiateur, et nous avons aussi dans l'équipe donc des psychologues. Donc voilà, nous sommes donc interpellés directement donc par l'usager, enfin par la personne ou par son entourage, mais aussi par les partenaires. Donc quand on parle de partenaires, c'est tout ce qui est relais autonomie, les mairies, les CCAL, les UTPS, les associations pardon, tutélaires ou d'autres professionnels qui sont donc en lien avec des personnes sourdes et qui ont donc justement cette difficulté à pouvoir mettre en place leur accompagnement, et dans ce cas-là, nous venons aussi en appui. Étant aussi un centre de ressources de la personne sourde, nous informons sur les aides techniques. Donc là, je vais vous demander, voilà. Donc les aides techniques, mais aussi les aides humaines et leur financement. Comme par exemple, donc l'adaptation du logement, ce qu'on voit donc sur la diapo, par un système de signalisation lumineux ou vibreur pour les signaux sonores tels que la sonnerie de porte, de téléphone, de cri de bébé, de détecteur de fumée ou de réveil. Ou alors, dans le cadre de l'aide humaine, par le biais de la demande, enfin du forfait surdité, donc demande de PCH. Pour faire appel donc pardon au service d'interprète. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont donc qui sont en communication gestuelle, donc au niveau des interprètes, mais ça peut être aussi auprès d'une tierce personne pour la reformulation, si toutefois justement la personne n'est pas en langue des signes, donc soit reformulation verbale ou l'écrit. Voilà, alors au vu de notre spécificité et selon l'évaluation, nous allons proposer, donc attendez, je sais pas si oui, c'est ça. Donc si vous pouvez passer, excusez-moi, c'est parce que je suis troublée avec le voilà. Donc nous allons proposer donc un accompagnement ponctuel, sans orientation SAVS, avec un maximum de 8 interventions dans l'année. C'est pas oui, c'est l'autre diapo. Donc là, on est sur les aides techniques. Voilà, voilà. Et donc, oui, excusez-moi, je reviens donc sur les deux formes d'accompagnement qu'on propose. Donc, soit l'accompagnement ponctuel, donc sans orientation SAVS, avec donc un maximum de 8 interventions dans l'année. Donc ça, c'est par exemple une personne qui va nous solliciter à un moment bien précis, comme sur le moment de la déclaration d'impôt. Voilà, ça va être assez compliqué, ils ne vont pas, voilà, ça va être difficile pour eux de faire cette déclaration, pardon. Et donc, ils vont nous solliciter pour cette démarche. Mais par contre, au quotidien, c'est des personnes qui vont être autonomes. Ça sera vraiment un moment dans l'année ou dans une période où ils vont nous solliciter. Ou alors pour monter un dossier MDPH, justement, comme je disais tout à l'heure, sur une aide humaine ou une aide technique. Voilà, ils vont avoir des difficultés, donc ils vont venir nous voir, on va pouvoir les aider à remplir ce document, ce dossier. Ou alors, nous proposons donc un accompagnement long, donc avec la mise en place d'un projet de vie, et de ce fait, une orientation SAVS qui est délivrée par la MDPH. Donc, nos interventions se font donc à Sourds Média, au domicile, auprès de nos partenaires, mais sur nos permanences aussi de proximité qui s'affichent là. Donc, vous avez, excusez-moi, C'était celui-là. Voilà. Donc, vous avez les permanences de Valenciennes, de Cambrai, de Maubeuge et de Dunkerque. Mais nous intervenons aussi donc sur le Pas-de-Calais, puisque nous avons un partenariat avec le réseau Sourds et Santé et le SAVS 62 Rémoura. Donc, avec donc les permanences, excusez-moi, que vous retrouvez sur Arras et
Saint-Nicolas-les-Arras. Donc, le projet, enfin, notre projet est de développer notre activité sur le Pas-de-Calais, puisqu'il y a aussi énormément de besoins sur le Pas-de-Calais aussi. Les missions de notre SAVS, c'est aussi d'informer nos usagers des structures ou services spécifiques surdités comme le réseau Sourds et Santé, voilà, et les services d'interprètes, mais aussi sur les applications comme Roger Voice, Axéo, donc là c'est sur une autre. Là, encore, parce que là, c'est le réseau Sourds et Santé et voilà. Donc là, vous avez donc, les applications donc, Roger Voice, Axéo, Ava et Urgence 114. Alors, il y a d'autres applications, hein, qui existent, mais bon, en tout cas, c'est ceux qui sont le plus pratiqués et c'est ceux qu'on conseille. Donc, voilà, par rapport aux missions du SAVS. Alors, en effet, on reste à votre disposition, hein. N'hésitez pas à nous renvoyer vos questions si besoin. Et donc, moi, maintenant, je vais laisser la parole à donc, Isabelle Roussel, donc notre directrice. Merci. Voilà, je reprends la parole pour vous parler un peu dans les grandes lignes du service d'appui à l'emploi. C'est un service qui est financé principalement par l'AGFIP et la FIP pour les administrations publiques. Nous intervenons dans l'insertion, mais aussi dans le maintien à l'emploi. Notre équipe se compose principalement d'interprètes LSF, d'interfaces de communication et aussi d'ergonomes psychologiques psychologues au travail. Et ça permet effectivement d'accompagner la personne parce que vous êtes peut-être amené dans votre entourage ou un collaborateur qui change de service où on peut intervenir justement pour adapter le poste ou et effectivement faire des sensibilisations auprès des collaborateurs. Nous intervenons également en entreprise à la demande. Donc, vous avez les missions qui se sont affichées. De toute façon, le PowerPoint, vous allez l'avoir, donc n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Et nous allons, donc c'est assez court puisque je voulais absolument que vous puissiez voir aussi Jérôme, notre professionnel sourd qui va vous présenter le centre de formation LSF. Voilà, je vous remercie. Voilà. Donc, on a terminé pour la présentation de Sourmésia et des différents services. Donc, on est dans le timing, donc je donne la parole à Madame Martin. Je vous remercie. À bientôt. Écoutez, vraiment un grand merci à Madame Roussel, à Madame Nonc et à Madame Pasquier pour leur présentation. Vraiment, merci pour l'ensemble des explications. J'espère que ça a été éclairant pour vous. Avant de nous quitter, j'ai juste une dernière petite information.
Donc, vous avez été nombreux à répondre au questionnaire que nous vous avons envoyé début septembre pour vous demander votre avis sur les 1 heure pour l'autonomie, sur le concept, le format, etc. Et vous nous avez aussi apporté des propositions de sujets pour 2023. Donc, on va vous faire un retour prochainement sur ce questionnaire, mais il nous semblait important de vous informer enfin, voilà, qu'il y avait en tout cas plusieurs sujets que vous aviez proposés qui seront proposés dans une autre instance qui est le réseau autonomie. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent le réseau autonomie, alors peut-être que certains non. Simplement vous dire, alors le réseau autonomie, c'est quoi? Je vais essayer de faire simple. Bon, c'est un petit peu sur le même principe que les 1 heure pour l'autonomie. C'est piloté par le pôle autonomie de Lille et la MDPH secteur Lille. C'est un réseau qui se réunit 3 à 4 fois par an, qui, contrairement aux 1 heure pour l'autonomie, est sur une demi-journée, qui est en présentiel, qui favorise les échanges et qui est en lien, donc, qui est adressé à l'ensemble des partenaires du territoire qui agissent dans le champ de l'autonomie, aussi bien pour les personnes âgées que les personnes aux situations de handicap. Donc, en 2022, on a proposé 3 réseaux autonomie. Le premier sur le répit, où on a fait intervenir les 2 plateformes des aidants. On a fait une information sur le relayage, sur le répit en accueil familial. Le deuxième réseau était sur les établissements pour personnes âgées. Et donc, pour en venir aux 1 heure pour l'autonomie, en tout cas au questionnaire, notre troisième réseau portera sur les établissements et services pour enfants en situation de handicap. Donc, c'est un sujet que vous avez plébiscité dans le questionnaire 1 heure pour l'autonomie. Donc, nous allons proposer ce réseau le 25 novembre prochain à 14 h. Ce sera donc en présentiel à la cité administrative. Donc, le réseau, je dirais par rapport aux 1 heure pour l'autonomie, propose des sujets plus larges, voilà, un petit peu plus complexes sur lesquels on doit prendre un petit peu plus de temps. Ce réseau-là, donc sur les services et établissements pour personnes en situation de handicap, portera un petit peu sur le contexte d'intervention des établissements et services médico-sociaux, sur le parcours de scolarisation dans le cadre de la loi du 11 février 2005, sur la typologie, les modalités d'accueil. On aura pas mal d'intervenants dans ce cadre-là. Donc, simplement vous dire que si vous souhaitez participer à ce réseau, il vous appartient tout simplement de vous inscrire sur la liste des participants. Donc, je vais mettre l'adresse mail de la personne à laquelle vous allez pouvoir envoyer un mail tout simplement en disant moi, je suis intéressée par le réseau ou par ce réseau-là et je souhaite y participer. Si vous n'avez pas le temps de lire l'adresse là dans le chat, je vous l'enverrai aussi avec le support de présentation. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez y participer ou vous inscrire à ce réseau autonomie, faites-nous le savoir assez rapidement pour qu'on puisse vous transférer l'invitation sur ce prochain réseau du 25 novembre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il me reste donc, j'associe bien évidemment Emeline Descarpentries qui prépare avec moi ces 1 heure pour l'autonomie, mais qui prépare aussi les réseaux autonomie. De vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si besoin. Et prochain 1 heure pour l'autonomie, donc le 29 novembre. Et encore un grand merci à nos 3 intervenantes. Merci à vous. À bientôt.